Donc avant de rentrer dans le vif du sujet en s'interrogeant sur l'état actuel de la recherche, de la réglementation et des expérimentations qui sont en cours, il convient aussi de rappeler quels sont les enjeux à l'échelle de notre filière. Et pour commencer, on va parler de l'échelle du territoire. Monsieur Thibault, vous êtes directeur du pôle environnement urbain et rural à l'Institut Paris Région, je le disais tout à l'heure. Comment traitez-vous aujourd'hui ce sujet au niveau de la région? Quelle est votre vision à l'échelle du territoire? Alors, ce que je peux dire, c'est que finalement, l'échelle de toujours, quand on parle d'eau, reste le bassin versant. Et je pense que c'est plus vrai que jamais. Tout ce qui se produit en ce moment nous conduit à retrouver cette échelle. Quand je parle de bassin versant, c'est le bassin versant des grands fleuves. Bon, pour ce qui nous concerne, c'est la Seine, donc, qui est un bassin versant qui est très très vaste, qui correspond grosso modo au bassin parisien. Mais c'est aussi tous les petits bassins versants élémentaires, puisqu'on l'identifie par exemple juste pour l'Île-de-France, 700 petits bassins versants élémentaires qui correspondent à tous les petits cours d'eau. Donc ça, c'est vraiment l'échelle de base. Des grands cycles de l'eau et puis des petits cycles de l'eau. Voilà, à la fois grand cycle de l'eau et petit cycle de l'eau. Et quand on parle du petit cycle de l'eau, c'est aussi en fait le fait que les choses se compliquent énormément quand on arrive au cœur de l'agglomération parisienne, où finalement beaucoup de ces tout petits bassins versants ont été effacés, parce que beaucoup de petits cours d'eau ont été enterrés, notamment au XIXe siècle, mais aussi au début du XXe. Donc les bassins ont été carrément effacés, ce qui n'est pas sans conséquence. Et c'est aussi le fait qu'on a tout mis en tuyaux. Et donc, par exemple, on a tout fait pour évacuer les eaux pluviales. Ce mot est absolument horrible. On a évacué les eaux pluviales le plus rapidement possible. Et ce faisant, d'ailleurs, on a emmené le plus rapidement possible aussi les polluants dans le fleuve. Donc, une véritable question. Alors, je ne remets pas en cause les réseaux, parce que les réseaux, ils sont aussi indispensables, d'autant plus que les villes auront toujours une part imperméabilisée. Mais il est urgent de reconsidérer tout ça, de ralentir les flux, et sans doute, c'est une opportunité pour récupérer ces eaux pluviales, pour mieux les utiliser aussi. Donc, plusieurs défis à différentes échelles, au niveau même du territoire. Voilà. Et vous vouliez rajouter quelque chose? Et j'ai envie de dire que la gestion de l'eau, c'est multi-échelle. J'ai beaucoup insisté sur le bassin versant, mais évidemment, ça nous emmène aussi jusqu'à la parcelle. Et là, je citerai le SDAGE, qui est un document de gestion de l'eau qui a été approuvé récemment en 2022, qui est passionnant à lire. Je vous recommande sa lecture. Il y a un diagnostic, notamment au-delà du plan réglementaire, il y a un diagnostic de l'eau dans le bassin de la Seine qui est remarquable. Et donc ce document, notamment ce qui est assez nouveau, a tout un ensemble d'orientations qui concernent l'urbanisation pour limiter l'imperméabilisation et pour favoriser au maximum la gestion de l'eau à la source. Merci beaucoup. Alors, on prendra bien sûr des... Jusqu'à l'échelle de la parcelle. Voilà. On prendra des exemples concrets au niveau du territoire, mais je voudrais d'abord, sur cette question des enjeux, me tourner aussi vers l'acteur du bâtiment que vous êtes, Monsieur Gauvin. De votre côté, en tant qu'acteur de ce secteur, responsable innovation à la direction R&D chez Bouygues Construction, quels sont vos enjeux à votre échelle? Quels sont les enjeux à l'échelle d'acteurs du bâtiment? Alors pour l'acteur du bâtiment, il y a des enjeux au niveau du chantier, donc réaliser des économies d'eau au niveau chantier. Alors ça, c'est aussi demandé dans des certifications comme le HQE, BREEAM et LEED. Mais sinon, il n'y a pas d'obligation en France. Mais c'est vrai que ça fait partie, on va dire, des objectifs construction durable. Puis ça viendra peut-être, finalement, à force. Mais ça va venir, de toute manière. Et après, évidemment, c'est sur le produit qu'on délivre, qui est le bâtiment. Est-ce que les bâtiments qu'on délivre pour les usagers leur permettront de faire des économies d'eau, moins consommer? Oui, c'est ça. Donc non seulement utiliser moins d'eau quand on construit, mais aussi utiliser moins d'eau au niveau du bâtiment. Alors justement, une fois ces enjeux posés, il convient de s'intéresser au fonctionnement actuel du cycle domestique de l'eau. Madame Bulto, vous êtes donc ingénieure, on le disait tout à l'heure. Vous faites notamment ce lien entre les différentes échelles en termes de recherche et d'application terrain. Pouvez-vous nous rappeler déjà en quelques mots vos missions au CSTB et aussi forcément poser un peu le sujet de quoi parle-t-on exactement quand on parle de circularité de l'eau? Oui, alors bonjour à toutes et à tous. Donc Gaëlle Bulto, je suis ingénieure recherche et expertise au sein de la direction de l'eau du CSTB et plus particulièrement dans la division usages et nouveaux enjeux. Donc au sein de cette direction de l'eau, nous avons vraiment à cœur de travailler à une gestion durable de l'eau à l'échelle du bâtiment et de sa parcelle. D'une part pour réduire l'empreinte eau de ces bâtiments et puis bien sûr préserver les ressources en eau.
Et pour cela, nous travaillons avec l'ensemble des acteurs, que ce soit les industriels qui développent des technologies, que ce soit les syndicats professionnels, les bureaux d'études, les promoteurs, les instances sanitaires et bien sûr aussi les ministères, notamment transition écologique et santé. Et pour revenir à la question de quoi parle-t-on quand on parle de circularité de l'eau ou d'économie circulaire de l'eau à l'échelle du bâtiment, en fait, on s'intéresse particulièrement aux différents gisements, ressources en eau qui sont produits ou collectés à cette échelle. Donc, ça va de l'eau de pluie qui peut être collectée sur les toitures, ou bien les eaux grises, c'est-à-dire les eaux de salle de bain, de lave-linge, voire de cuisine, qui peuvent constituer aussi un gisement, une source d'eau qui est produite en continu et qui peut du coup être réutilisée. Ça touche aussi les eaux de piscine, c'est-à-dire les eaux de renouvellement de bassins, qui peuvent être aussi valorisées, ou bien aussi les eaux usées traitées. Donc, vous voyez, il y a tout un exemple en fait de gisements, de ressources en eau qui aujourd'hui sont considérés, comme on disait, plutôt peut-être comme des déchets, des flux d'eau à évacuer, alors qu'on peut réfléchir en fait à pouvoir les réutiliser ou leur donner une seconde vie à l'intérieur du bâtiment ou à l'échelle de sa parcelle, et à réfléchir s'il y a, en termes d'usage, pour quel usage on pourrait réutiliser ces différentes eaux, tout ça pour constituer des boucles finalement de réutilisation de l'eau à l'échelle du bâtiment et de sa parcelle. Alors justement, avant de s'intéresser au type de valorisation de circularité de l'eau qu'on pourrait faire, on a quand même un point important, c'est la réglementation. C'est qu'aujourd'hui, elle n'est pas aussi simple et pas aussi ouverte. Alors je le disais, le président de la République a présenté un plan, mais peut-être déjà faire un point sur cette réglementation, Monsieur Henkel. Vous êtes avocat spécialisé en droit de l'environnement. Un point rapide sur la réglementation actuelle aujourd'hui. Qu'est-ce qui a lieu? Donc c'est dans le Code de santé publique notamment beaucoup de choses, mais pas que. Alors, rapide, c'est impossible. Oui, je me doute, ce serait trop facile. Quand on a besoin d'un avocat pour expliquer la réglementation, c'est déjà le signe que la réglementation n'est pas forcément accessible. Tout à fait. Et je rebondirai sur ce qu'a dit monsieur. Je pense que l'état de la réglementation sur l'eau, il est à peu près analogue à l'état des canalisations. C'est-à-dire que la réglementation, comme nos canalisations, elle n'a pas été conçue pour un modèle circulaire, elle a été conçue sur la base d'un modèle industriel, 2 siècles de monde industriel. Donc on a une réglementation qui est linéaire. Du moins qui est conçu pour un mode de consommation linéaire dans toutes nos activités. Et l'eau n'échappe pas à ce cadre juridique. Donc prendre le sujet par l'angle de la réglementation, c'est indispensable, notamment en France, où le principe, c'est tous... On fait exception à la règle selon laquelle tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. En France, en matière d'environnement, c'est le contraire. Tout ce qui n'est pas explicitement autorisé est interdit par l'administration en matière d'environnement. On peut un peu résumer la réglementation ainsi. Et la réglementation, la prendre du point de vue des décrets, des textes, notamment pour ceux qui s'intéressent au sujet, les récents projets de décrets qui sont mis en consultation publique, c'est prendre le sujet par le plus petit bout de la lorgnette. La réglementation, elle est d'abord européenne. Et si on fait une comparaison rapide, j'essaye d'être rapide, avec le droit des déchets, on en a parlé à l'instant, l'eau n'est pas un déchet. La directive cadre déchets de 2008 exclut l'eau du statut juridique du déchet. Et pourtant, les points de comparaison sont considérables entre les deux. Et si on prend un exemple justement de l'évolution du droit des déchets, par exemple le projet de loi Industrie verte, qui également fait partie des tiroirs du gouvernement et d'un projet de loi, eh bien on voit qu'il a fallu à peu près 15 ans entre la directive cadre déchets de 2008, qui a fait de l'économie circulaire quelque chose d'extrêmement important dans l'économie des déchets, et la date plus ou moins attendue de sa mise en œuvre, notamment sur l'exemple de la sortie de statut de déchets. Je pourrais m'exprimer longuement là-dessus. On a fait un pas en arrière, 2 pas en avant. On n'a pas arrêté de faire des allers-retours sur le sujet. Donc, si on regarde le sujet du point de vue de la comparaison avec le droit des déchets, il va falloir 15 ans pour que la réglementation sur l'eau soit opérationnelle. Alors, j'ai bien compris, on n'a pas le temps, en fait. Je ne parle pas dans le temps de notre table ronde, je parle dans le temps général. Donc les conclusions, c'est qu'il va falloir effectivement d'abord donner la parole
aux sachants, et ce ne sont pas les fonctionnaires qui sont sachants en la matière, c'est la démarche vraiment bottom-up, c'est-à-dire c'est les cas, les opérations de terrain, les retours d'expérience, les guides de travail qui permettront, j'y reviendrai sans doute après, de nourrir la réglementation. Alors surtout, ce qu'il faut remarquer dans cette réglementation, c'est que, vous l'avez dit, c'est linéaire, mais c'est sectoriel. Finalement, la réglementation va s'intéresser à certains secteurs, alors dans le milieu agricole, dans le milieu pharmaceutique, enfin dans la prochaine arrive. À chaque fois, voilà, on a ce point de vue, cet encadrement un peu sectoriel qui... alors qu'on parle de circularité de l'eau. Une typologie de textes différents, c'est-à-dire pour certains cas c'est des arrêtés ministériels, d'autres cas c'est des décrets. On a commencé par le plus simple, l'arrosage des espaces verts par exemple. C'est relativement récent, hein, c'est un arrêté ministériel de 2010 qui encadre la possibilité d'arroser des espaces verts avec des eaux usées. Déjà on a un problème de définition que d'ailleurs l'ASTE a extrêmement bien noté dans le guide auquel vous avez contribué, c'est qu'on n'a même pas une définition juridique des termes. Et on utilise encore des quantités d'acronymes qui sont extrêmement rébarbatifs et qui rendent impossible la compréhension par le grand public des textes. En tout cas, une réglementation sur effectivement les espaces verts, une autre sur les usages agricoles, une autre sur les usages industriels avec un projet de décret et une autre sur les usages tertiaires bâtiments, un décret qui a été voté en 2022 et aussitôt voté, on est déjà en train de le réviser parce qu'on s'est aperçu qu'il était beaucoup trop strict, beaucoup trop catégorique. Alors c'est vrai qu'il y a aussi un point qu'il est important de souligner dans le cadre de ces réglementations, c'est que c'est souvent le prisme du principe de précaution aussi qui vaut, parce qu'on parle d'enjeux sanitaires aussi quand on parle de l'eau. On a ce côté-là qui ressort énormément. Oui, principe de précaution ou principe de prévention. De prévention, le risque sanitaire. Voilà, il n'y a pas d'incertitude scientifique, il y a un risque connu, réel. Et effectivement, de la même manière que dans l'économie linéaire, l'économie circulaire, le déchet devient une ressource, et ben, dans la circularité de l'eau, l'eau aussi, l'eau usée devient une ressource. Et la question, c'est effectivement quel moyen d'analyse on met en place pour le garantir. Et vous l'avez dit, ce sont des sujets qui sont éclatés entre différents textes, code de la santé publique, code de l'environnement notamment, code de la construction et de l'habitation par exemple, et avec des sachants qui résonnent souvent en silo, et ce qui n'est pas évidemment propice à une bonne circularité. Pour le coup, bien sûr. Alors, notamment ça, et puis en plus on le voit, donc finalement quand on a une réglementation, soit c'est une réglementation, on le disait, donc un encadrement industriel, soit finalement on va sur des arrêtés préfectoraux de restriction d'utilisation de l'eau parce qu'il y a sécheresse et que ça ne marche plus et qu'il faut faire attention. C'est frappant. C'est-à-dire donc une espèce de grand vide entre ces deux parties. La prévention et la catastrophe, à un moment il y a juste l'arrêté qui interdit l'usage en catastrophe. Mais justement, alors, enfin pas justement, on ne va pas parler catastrophe, on va plutôt aller le plus loin. Madame Bulto, il est important justement de travailler sur ces indicateurs, de travailler sur les références. Déjà, peut-être en quelques mots, quel type de valorisation existe aujourd'hui? Quels freins vous voyez? Alors aujourd'hui, il y a quand même des projets, même si le cadre réglementaire est assez contraint, on va dire, sur ce sujet du recours aux zones non conventionnelles et de la circularité de l'eau. Il y a quand même des expérimentations à l'échelle des bâtiments collectifs et résidentiels. Et on le verra, oui, tout à fait. Voilà, en parler tout à l'heure. Il y a des exemples aussi de réutilisation dans des piscines où on va collecter les eaux de renouvellement de bassin et les eaux de pluie pour pouvoir faire du nettoyage de voirie ou bien d'arrosage de l'espace vert à l'échelle de la ville. Donc on voit qu'il y a aussi une synergie entre ce qui peut être collecté au niveau du bâtiment pour un usage qui est plutôt urbain. Voilà, on a des exemples aussi de réutilisation de l'eau à l'échelle de camping, puisque ce sont aussi... pour certains des gros quartiers en fait, hein. On peut considérer voire même des mini-villes en fonction de la taille du camping, et il y a aussi des exemples de réutilisation de ces eaux à ces différentes échelles, donc en plus bien sûr au niveau industriel et agricole où il y a aussi évidemment des exemples de réutilisation. Par rapport aux premiers travaux de recherche que vous avez pu faire, quels sont les premiers enseignements que vous avez pu tirer de ce que vous avez observé? Eh bien, il y a déjà la question de l'innocuité. On parlait à l'instant de cette partie sécurité sanitaire. Il se pose toujours la question de quelle qualité d'eau pour quel usage. A-t-on vraiment besoin d'une qualité eau potable, par exemple pour les chasses d'eau des toilettes ou pour de l'arrosage d'espaces verts? On se rend compte des retours d'expérience justement de ces différentes opérations de démonstration qui sont menées, que si le réseau est bien conçu, entretenu, surveillé, c'est possible de faire de la réutilisation de l'eau sans risque pour les usagers. Et c'est bien une de nos préoccupations aussi à l'échelle de CSTB, c'est de sécuriser l'intégration de ces nouvelles pratiques, de ces boucles de réutilisation pour garantir toujours le même confort et la sécurité sanitaire de l'usager.
dans le bâtiment. Merci beaucoup. Alors justement, j'ai envie de parler, parlons exemple. On a parlé territoire et tout à l'heure avec vous, Monsieur Thibault, avec nos deux acteurs de terrain également avec vous, Monsieur. Il est intéressant de voir comment concrètement aujourd'hui vous vous êtes emparé du sujet, parce que on le voit, l'urgence est celle d'agir. Alors comment ça se passe aujourd'hui, Monsieur Thibault, donc à l'échelle de la région, et à quelles difficultés devez-vous faire face? Alors, je voudrais juste peut-être juste en quelques mots, replanter le décor pour comprendre l'importance des enjeux, même s'ils concernent tous les territoires. L'Île-de-France, elle est bien connue, mais pas complètement bien connue parfois. Juste vous rappeler que l'Île-de-France est caractérisée par la faiblesse des eaux de surface et par la puissance des nappes phréatiques. Donc ça, c'est déjà un point important. Qu'ensuite, c'est une région qui est relativement sèche, et je prolongerai ce qu'a dit Madame Munoz pour vous dire que c'est une région qui se réchauffe beaucoup plus vite que la planète. La planète, il faut savoir que depuis la moitié du siècle dernier, c'est plus 1,1 degré. La France, c'est plus 1,7 degré. L'Île-de-France, c'est plus 2 degrés. Et Paris, c'est plus 2,2 degrés. Ensuite, je voudrais aussi vous rappeler que la consommation prépondérante, c'est l'eau domestique. Et donc, du coup, l'objectif du gouvernement de diminuer de 10% la consommation d'eau va entraîner des très fortes tensions sur l'eau potable en Île-de-France. Et puis, enfin, et c'est peut-être le point le plus important, c'est la concentration des activités et de la population. Je rappelle les 3 chiffres classiques, 2% du territoire, 20% de la population, 30% des activités. Vous imaginez toute la consommation d'eau qui va être concentrée sur ce petit territoire et les rejets qui vont être concentrés sur ce territoire également. Et avec 2 risques fondamentaux auxquels il va falloir faire face, c'est l'augmentation du ruissellement et l'augmentation de la chaleur en ville. Et donc sur les exemples, en fait, c'est toute une gamme d'exemples. Alors, je ne vais pas tous les développer, je pense que je n'aurai pas le temps. Peut-être que je pourrais y revenir si vous avez des questions ensuite, justement. En fait, je voudrais vous donner un peu toute la panoplie pour que vous compreniez mieux comment répondre finalement aux enjeux que je viens de décrire. Donc, en fait, les enjeux, enfin les exemples qui sont plutôt des registres de solutions, c'est un enjeu qui me paraît fondamental en ville. D'abord, c'est de rendre l'eau visible. L'eau, comme je l'ai dit, elle a été évacuée. Donc il y a des projets en cours portés par la région et par la métropole du Grand Paris qui consistent à rouvrir d'anciennes rivières urbaines avec un projet emblématique sur la Bièvre. Et aujourd'hui, en fait, 2 kilomètres, alors c'est peu mais c'est significatif, ont été rouverts sur 17 kilomètres du cours qui sont enterrés. Et donc en plus, vous agissez sur la biodiversité, vous agissez sur on agit sur tout. On agit sur le rafraîchissement, sur la biodiversité, sur la gestion de l'eau, sur les risques, sur les aménités urbaines. On agit sur tout. Par contre, c'est extrêmement compliqué parce qu'on se retrouve dans des milieux très denses qui ont été enterrés depuis longtemps. Parfois, le lit de la rivière, on le retrouve très très en profondeur. Donc ça pose des questions d'acquisition foncière, des questions de reconfiguration des réseaux. Comment est-ce qu'on refait un lit à peu près naturel? Enfin, c'est extrêmement coûteux, extrêmement compliqué. Et en fait, il faut le faire à la faveur d'autres grands projets d'aménagement. Et c'est comme ça qu'on arrive à s'en tirer. Et pour l'instant, on a recherché un peu la facilité, mais c'était le symbole aussi. On a réouvert dans des sections qui sont dans des parcs et jardins où il y avait moins de problèmes de réseau. Oui, forcément. Alors, d'autres exemples? Alors, d'autres exemples, alors là, très très vite, c'est d'augmenter les surfaces perméables. Tout ça est lié, hein, bien entendu. Il faut savoir que, par exemple, en petite couronne parisienne, on est à 50% de surface imperméabilisée, et à Paris, à 75% de surface imperméabilisée. Gérer alternativement les eaux pluviales, donc ça je l'ai évoqué, mais sans préciser les solutions, ça c'est fondamental. Augmenter les surfaces de pleine terre, ça c'est aussi... Si on veut rétablir un cycle de l'eau dans la ville, c'est par la pleine terre que ça passera, de manière à ce qu'il y ait un semblant de circulation de l'eau dans le sol. Alors, une proposition qui est peut-être originale, mais fondamentale aussi, c'est de préserver les grands arbres existants et d'en replanter des jeunes. C'est de maintenir et de créer des îlots de fraîcheur, ça c'est très important. Je vous rappellerai que lors de la canicule de 2003, sur les 15 000 décès prématurés qui avaient été enregistrés, un tiers était en Île-de-France. Réduire les consommations d'eau potable,
ça j'en ai parlé aussi, et réserver surtout les usages de l'eau potable là où c'est vraiment indispensable. Alors, surtout qu'on a quand même un point intéressant, c'est qu'à Paris, on est la seule ville à avoir 2 réseaux. Alors ça, c'est très intéressant. Et là, pour une fois, on a un héritage du 19e siècle qui est intéressant. En fait, c'est un réseau d'eau non potable de la ville de Paris qui a été mis en place au départ notamment à cause du métro, parce que le métro était inondé par la nappe de la Seine et il fallait récupérer les eaux d'exor du métro. Donc on a créé ce réseau pour assécher les galeries du métro. Aujourd'hui, il est alimenté aussi par le canal de l'Ourcq. Et il sert à nettoyer la voirie, arroser les espaces verts et aussi maintenir l'ensemble des pièces d'eau, notamment dans le bois de Boulogne, qui sinon serait assez à sec en été. Alors vous avez aussi, et enfin un dernier volet qui est un peu prospectif aussi, c'est vrai, sur le fait de pouvoir, on parlait de recyclage aussi, de recyclage des eaux usées. Alors, dernier volet, c'est effectivement tout ce qui concerne les eaux non conventionnelles. Et si on veut aller jusqu'au bout du non conventionnel, il y a un sujet émergent qui monte de plus en plus, c'est la récupération de l'azote dans les urines. Vous avez déjà dû en entendre parler. Alors, c'est quelque chose qui n'est pas évident à mettre en œuvre pour plein de raisons, des raisons sociales, mais des raisons techniques aussi. Donc, ça veut dire finalement rajouter un deuxième réseau, notamment. Mais c'est quelque chose qui est très intéressant. Vous avez entendu la population parisienne, la population de l'Île-de-France, 20% de la population française sur 2% du territoire. Là, il y a énormément d'azote à récupérer, ce qui permettrait aussi de résoudre un certain nombre de problèmes d'assainissement, puisque aujourd'hui, l'assainissement est un peu à bout de souffle. Il y a aussi des vraies questions qui se posent par rapport à la qualité des petits cours d'eau, et évidemment aussi une question majeure sur les engrais azotés, qui sont aujourd'hui issus de la pétrochimie. On l'a vu suite à la guerre de l'Ukraine notamment. Ce qui nous permettrait de retrouver une certaine indépendance en termes d'engrais et de beaucoup moins polluer les milieux. Donc une région très engagée déjà sur ce sujet et qui continue à avancer. Et puis on espère peut-être, on en reparlera peut-être, de se baigner dans la Seine bientôt, à l'occasion des Jeux Olympiques. Monsieur Gauvin, vous avez mené, vous, de votre côté, avec Bouygues Construction, un projet particulièrement intéressant. Alors nous qui sommes observateurs du monde du bâtiment, on le connaît bien, hein. C'est le projet ABC, parce que c'est un projet démonstrateur qui est absolument exceptionnel. Mais peut-être nous en dire plus justement par ce prisme, par ce point de vue de l'eau et de sa circularité. Comment vous avez traité ce sujet sur ce projet ABC ? Alors le sujet ABC date déjà de 2012, hein, c'était bien avant des problématiques très prégnantes aujourd'hui en termes de ressources. Alors c'était un projet de 62 logements qu'on a voulu autonome par rapport au réseau. Alors bon, c'est un peu, vous avez le droit de lever le sourcil, parce qu'il y a beaucoup de réseaux en France, donc c'est dommage de vouloir faire un bâtiment qui n'utilise pas les réseaux qui sont déjà là. Mais bon, on va oublier, on va dire, le côté original initial. C'était quand même un défi technique. Réellement, l'autonomie, après, a été un petit peu plus modeste. On n'est pas 100% autonome, donc réellement on n'est pas autonome, on est 70% autonome en énergie électrique et 70% autonome en objectif par rapport au réseau d'eau existant. Alors la réalité, je vous le donne quand même, ça fait 3 ans que les habitants sont dedans, on suit pendant 5 ans, on fait les mesures, etc. Donc l'autonomie n'est pas de 70%, elle est plutôt de 50%. Bon, ça c'est pour donner des vrais chiffres, mais ça veut dire quand même que le prélèvement sur l'eau de ville est de moitié moindre qu'un bâtiment de logement classique. C'est vraiment le gros point à retenir. Ensuite, en termes de moyens qu'on a mis en place, il y avait le volet, bien sûr, technique que je vais développer, et le volet social qui était de, on va dire, sensibiliser les gens à faire attention à leur consommation d'eau. Alors, je vous donne un autre résultat parce que j'ai peur de l'oublier après, comme on est un petit peu pressé. Non, non, ça va. Quand même, je vous donne un grand chiffre. La moyenne de consommation des habitants en France, alors ça devait être INSEE 2016, ça a pu un petit peu évoluer, il faut tenir les 140 litres, 150 litres par jour par habitant. Bon, voilà un ordre de grandeur. Alors à Grenoble, puisque le bâtiment ABC est sur Grenoble, je ne sais pas pourquoi, on est plutôt à 110 litres par jour par habitant, c'est un autre chiffre qui existe, c'est pas moi, c'est voilà, ok, bon. Avec ABC, on mesure depuis 3 ans une consommation qui est en dessous des 80 litres. On est presque à 70 litres par jour par habitant. Et c'est pas que parce que vous leur dites d'arrêter de prendre des bains, j'imagine. Non, je vais vous expliquer la technique après. Mais du coup, monsieur nous informait là sur les moins 10% avec le président de la République. Du coup, nous, vous voyez, par rapport aux 110 litres grenoblois, on est à plus de moins de 30%.
J'ai pas dit qu'on les tiendra. Déjà, c'est pas moi, c'est aussi les habitants qui jouent le jeu. C'est peut-être, entre guillemets, de bons habitants qui jouent particulièrement le jeu. Mais le résultat, il n'est pas truqué. C'est quand même 3 ans qu'on l'observe. C'est même le bailleur social qui nous a redonné des chiffres dernièrement. Alors maintenant, sur l'aspect technique, voilà, comment on arrive à ça? Quels sont les leviers qu'on a utilisés pour atteindre de l'autonomie? C'était déjà faire de l'économie. Alors ça intéressera plus de monde, parce que l'autonomie, c'est pas forcément le plus intéressant en France, mais l'économie, ça intéresse tout le monde, hein, bien sûr. Qu'on soit riche ou pauvre, être plus économe, c'est toujours intéressant, et pour la planète aussi. Alors l'économie, c'est des choses assez simples qu'on a additionnées. C'est des équipements hydroéconomes. Alors ça va être des mousseurs, des mitigeurs, des réducteurs de débit sur les éviers et lavabos, ça c'est simple. Sur les WC, ça va être des WC avec faible réservoir, donc c'est des 2 litres, 4 litres. Bon, ben voilà, on gagne un petit peu. Ensuite, on a installé sur une partie des logements, pas tous, c'était assez risqué, une douche à recyclage. Alors, c'est pas une technologie Bouygues, hein, vous imaginez bien, nous on est assembliers, on a des fournisseurs, on les contacte, on teste les technos. Donc, il y avait 10 logements sur les 60 qui ont des douches à recyclage, qui d'ailleurs posent quelques problèmes. Alors, la technique... Ça marche comment exactement? Alors, elle est très intéressante, c'est en gros, quand vous êtes propre, mais que vous êtes toujours sous votre douche, je dis bien, vous êtes propre parce que vous êtes lavé, c'est-à-dire le savon il est parti, vous êtes rincé, mais vous pouvez, comme moi, par moment en hiver, rester un petit peu plus longtemps parce que la douche elle est chaude, ça fait du bien, votre employeur vous a stressé, donc vous faites couler un petit peu l'eau. Vous avez personne qui tape à la porte? Moi je suis une maman qui tape à la porte. Ouais, mais moi la porte elle est bien fermée et mon épouse me respecte. Alors, mon époux me respecte, tout va bien. Alors du coup, moi je reste un petit peu longtemps, mais vous savez, à 10 litres par minute, vous restez 5-6 minutes, c'est 50 litres. Quand vous consommez les fameux 140 litres par jour par habitant, la douche, c'est 30-40% de vos consommations d'eau d'un habitant. Donc c'est le premier poste de consommation et qui d'ailleurs dépend complètement de l'usager. On peut aussi se doucher, comme moi en camping, avec 5 litres si on veut en été. Hein. Donc voilà, vous voyez, entre les 60 litres et 5 litres, c'est vraiment un impact lié à l'usager. Et on ne va pas dire aux gens, douchez-vous pour 10 litres. Enfin, on peut leur dire, ils font ce qu'ils veulent. Et on ne peut pas couper l'eau non plus. Exactement. Alors les douches à recyclage, elles nous posent quelques problèmes techniques. Il y a des petites pannes et puis ça demande de la part de l'usager une maintenance qui est inhabituelle. Il y a un filtre, il faut se mettre à genoux. Je ne rentre pas dans le détail, mais c'est des gestes inhabituels, pas très compliqués, mais pas non plus complètement intuitifs. Et globalement, les gens, ils le font pas trop. Et s'ils le font pas trop, le recyclage n'a pas lieu. Autre technique qui a été mise en place directement avec l'usager, c'est un pommeau de douche. Alors c'est pareil, c'est une autre entreprise française, pour le coup, qui indique par un système de couleurs sur le pommeau de douche là où vous en êtes en termes de consommation. Alors, il n'y a pas le nombre de litrages, mais les gens comprennent bien que tant qu'ils sont dans une couleur verte, ça va bien, jaune un peu moins bien, orange, rouge, tiens, c'est qu'on dépasse les 40 litres. Ça, c'est très bien en termes d'éducation parent-enfant. Les parents, on le sait, c'est connu, et donc nous, on était très contents de trouver cette techno. C'est très facile pour des parents de dire à leurs enfants, leurs adolescents, tiens, essaye de ne pas passer dans le rouge, parce que tu consommes un petit peu trop. C'est un peu ludique, aussi, après les familles qui peuvent s'amuser à dire, moi je suis toujours dans le vert, ça ne me regarde pas, mais en tout cas, ça marche en termes de nudge, ce qu'on appelle. Donc voilà pour l'ensemble des techniques. J'en ai peut-être oublié une ou deux, mais ça vous donne à la fois la technique et à la fois les usages. Et du coup, de tout cet enseignement, enfin, vous avez forcément tiré des enseignements de cette expérience. Quelles sont peut-être les difficultés que vous avez eu le plus pour mettre en œuvre cette circularité, ce début de circularité? Quels sont pour vous les freins que vous avez pu constater? Bon, alors, quand même, mauvaise nouvelle. Donc, vous pouvez tous fermer vos oreilles. Je l'aurais dit, mais vous ne l'aurez pas entendu, c'est le coût. Parce qu'on a un problème d'économie d'échelle. Les réseaux d'assainissement de l'eau, alors moi, je ne suis pas un spécialiste. Est-ce que c'est fait pour 40 000, 100 000 habitants? Enfin, on imagine que c'est des usines, c'est gros, il y a du volume en face. Nous, on a juste 200 habitants en face. Et on a une station de potabilisation en rez-de-chaussée, on a une station donc, de recyclage des eaux grises. Hein, je ne vous ai pas tout dit, mais on récupère l'eau de pluie, on la potabilise, on la minéralise en la mélangeant avec de l'eau de ville. Ça, c'est pour tous les usages. Donc, les gens boivent ça, hein, c'est bon. On a des contrôles de l'ARS, il y a des analyses d'eau qui sont faites mensuellement. Mais du coup, le coût pour obtenir cette qualité d'eau issue d'eau de pluie, mais aussi issue des eaux grises recyclées pour les toilettes, ça coûte cher. Et donc l'investissement pour le volume d'eau fait que le prix de l'eau revenu aux habitants qui ne l'auraient pas facturé, je vous arrondis, je vous le dis, vous voyez, un peu j'hésite, mais il faut faire un fois 2, fois 3 par rapport au prix du mètre cube d'eau en France, qui est, je ne sais pas, de 3-4 € le mètre cube. Vous voulez réagir?
Oui, c'est intéressant parce que en fait, l'indice prix est souvent un élément déterminant de la réglementation, et de la même manière que la taxe carbone ou la taxe poids lourd, par exemple, pour ceux qui ont suivi ces épisodes, ont pu être acceptés ou mal acceptés. C'est vraiment la capacité d'une population à accepter une réglementation en fonction des solutions de substitution qui sont mises à sa disposition. Donc les exemples qui peuvent paraître assez anecdotiques qui sont évoqués là, enfin, ou pas du tout, mais ils sont extrêmement importants puisque finalement, c'est les solutions qu'on met à disposition des gens. Et en face, c'est l'indice prix. Donc effectivement, le rôle du législateur, du réglementaire, c'est peut-être justement de faire en sorte que l'indice prix, part de la fiscalité, puisse favoriser, encourager et soutenir ce genre de solutions, à défaut, parce que l'eau est peut-être pas assez chère en fait aujourd'hui, de la même manière que certains matériaux, matières premières, sont pas assez chers pour que l'économie circulaire puisse basculer. Vous voulez rajouter quelque chose, Monsieur Gauvin, sur ces questions, une réaction à ce que vous venez d'entendre? Non, alors l'idée c'est des fois on nous demande est-ce que ABC se revend ailleurs. Alors c'est vrai qu'on ne vend pas comme une automobile un produit en répétition, c'est quand même la maîtrise d'ouvrage qui décide du bâtiment qu'elle veut, et voilà exactement. Par contre, on va dire la technologie serait déjà plus adaptée, mais pour des petits quartiers, en tout cas pas un logement avec 60 logements, 200 habitants, il faudrait monter à peu près autour de 2000 habitants. Donc vous voyez, c'est des opérations déjà qui existent, bien sûr, mais ça fait donc 600 logements, donc c'est déjà plus grand. Et en effet, il y aurait une incitation, non pas pour Bouygues Construction, mais pour basculer sur plus d'économie ou une forme d'autonomie qui serait de l'incitation fiscale en subvention. Soit on aide d'un côté, soit on pénalise de l'autre, mais c'est comme ça qu'on fait les transitions, évidemment. Bien sûr. Alors, il y a un point aussi qui est très important pour faire cette transition. Il est question aussi de pédagogie. On a parlé d'acceptabilité sociale. Comment ça s'est passé justement chez ABC? Vous disiez finalement les gens se sont... Il n'y a pas eu tellement de difficultés, à part cette problématique un petit peu sur les douches, j'ai bien compris. Alors j'en ai assez peu parlé, mais en effet, il y avait eu... Alors on était quand même très prudent de tout ce qu'on pouvait proposer. En plus, moi j'avais fait beaucoup de travaux de sociologie précédemment. Et moi, je n'aimerais pas qu'on me dise ce que je dois faire. Donc j'évite d'essayer de dire aux gens ce qu'ils doivent faire chez eux. Mais du coup, on avait sensibilisé à la fois le bailleur pour qu'eux-mêmes sensibilisent les habitants en disant que c'était un projet très particulier d'autonomie, où on allait suivre les consommations pendant plusieurs années, et que les habitants, donc locataires sociaux, dans notre cas, qui viendraient, ça serait bien qu'ils puissent jouer le jeu, qu'ils soient sensibilisés à des gestes, on va dire, d'écologie. Alors, il n'y a pas eu de filtre, il n'y a pas eu de tri, mais en tout cas, il y a eu une vraie sensibilisation. On pourrait dire que dans nos analyses ensuite, vraiment sociologiques, on peut dire qu'on avait à peu près un tiers des gens qui ont joué le jeu et qui étaient contents de venir dans ce type de bâtiment très environnemental friendly. Il y en avait un tiers qui était plutôt neutre, et puis un tiers peut-être, bon, c'était pas leur priorité, il y avait d'autres priorités, ce qu'on peut comprendre, mais on a quand même un pourcentage d'individus qui jouent le jeu, qui sont intéressés, qui ont les valeurs qui correspondent, et donc qui vont faire les gestes. Alors, dans notre cas, on n'a pas eu de problème, disons-le. Et pour l'eau, en termes de qualité, elle est bonne au niveau sanitaire, analyse. Après, on pourrait quand même avoir des gens, et on pourrait toujours, un jour, avoir des gens qui vont suspecter en disant mais cette eau elle a une odeur, elle a un goût, ce qui serait même pas vrai, mais vous savez c'est aussi de la projection personnelle, on vous met le doigt sur quelque chose et vous dire mais il y a peut-être un problème, mais dans notre cas, alors peut-être qu'on a de la chance, on n'a pas eu de soucis. Je resterai très prudent en disant peut-être qu'ailleurs, une autre fois, on aurait un collectif d'habitants qui dirait quelque chose. C'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure, il y a cette problématique sanitaire d'innocuité de l'eau recyclée, et finalement qui se retranscrit aussi dans la difficulté à mettre en place ces choses, parce qu'en termes de réglementation, je crois qu'il y a plusieurs paliers. Vous devez d'abord demander l'autorisation à l'ARS, après pouvoir l'appliquer dans votre bâtiment. Tout ça aussi, c'est des problématiques que vous avez observées, Gaëlle, et sur lesquelles vous travaillez également plus généralement sur cette acceptabilité, pardon. Oui, tout à fait. C'est quand je parlais tout à l'heure de toute la chaîne d'acteurs, évidemment, l'acteur aussi très important de toute cette filière de réutilisation de l'eau, c'est bien l'usager final. Et pour que ça fonctionne, il faut avoir toutes les conditions d'adhésion en fait qui sont acquise, on va dire, de la part de l'usager. On avait également travaillé sur ce sujet de l'acceptabilité côté CSTB à l'échelle de la région nantaise pour interroger un panel de 250 personnes sur le type d'eau qui serait prêt à réutiliser, pour quels usages, quel temps de retour sur investissement leur paraissait acceptable pour pouvoir installer ce type de technologie, et quels étaient aussi les risques perçus. Et on se rend compte que globalement, les gens sont plutôt, enfin en tout cas dans le panel qu'on a interrogé, les gens étaient plutôt prêts à réutiliser l'eau,
mais surtout les eaux de salle de bain, pas vraiment les eaux de cuisine, et pour des usages plutôt type WC, arrosage des espaces verts. Mais si on leur demande si c'est pour le lavage du linge et tout ça, plus ça se rapproche du corps et plus il y a quand même une certaine réticence en fait qui apparaît. Mais c'est primordial en fait, parce que je pense que si on peut réunir toutes les conditions d'installation, de mise en place du réseau, de la protection du réseau d'eau potable, si au final on n'a pas l'adhésion de l'usager. Bien évidemment. Alors parmi aussi les leviers importants pour aider à cette circularité, il y a aussi la question des data, en fait de pouvoir aussi mesurer, c'est des choses sur lesquelles vous travaillez également, de pouvoir avoir cette gestion, de voir comment fonctionne la ressource à différentes échelles. Oui, alors effectivement, on travaille aussi sur les aspects d'amélioration des connaissances des consommations d'eau à l'échelle domestique, d'un point de vue global, mais aussi par rapport à la répartition par usage domestique, puisque pour mieux appréhender les volumes en fait, d'eau qu'on peut réutiliser, on a besoin de savoir plus finement en fait, la répartition par consommation. Donc on mène aussi un projet de recherche qui s'appelle le projet DROP pour mieux connaître les consommations d'eau à l'échelle domestique. Et à partir de l'année prochaine, on va instrumenter à peu près 500 foyers à l'échelle nationale pour mieux connaître ces consommations d'eau. Et bien sûr, on en parlait également, cette nécessité d'avoir des référentiels et des référentiels communs, parce que j'imagine qu'on ne parle pas de la même façon dans le milieu agricole que dans le milieu du bâtiment que dans le milieu autre. Oui, ce qui est important aussi, effectivement, et ce qui manque aujourd'hui, ce sont des outils en fait, et peut-être des guides de bonnes pratiques pour l'ensemble des acteurs de la filière pour bien appréhender en fait, ce sujet de la circularité de l'eau, pour avoir voilà, des outils qui les guident et qui les accompagnent sur je veux mettre en place un projet de réutilisation à l'échelle du bâtiment ou de ma parcelle. En gros, par où je commence et qui je dois contacter et quelle est la démarche en fait à adopter. Et donc, on travaille effectivement à ça aussi au CSTB. Vous vouliez réagir, maître? Sur les questions des guides, précisément, pour éviter d'avoir à perdre 15 ans si on regarde les autres sujets et pouvoir tirer les enseignements utiles du temps qu'ont compris à faire émerger d'autres filières d'économie circulaire. J'ai noté la préoccupation exprimée justement dans le rapport Asté qui soulignait deux choses, en tout cas parmi d'autres. Un, que les acteurs parfois étaient réticents à communiquer sur les solutions qu'ils avaient mises en place parce qu'ils n'étaient pas sûrs qu'elles soient réglementairement conformes, ce qui est quand même intéressant. Et deux, qu'il fallait éviter justement le fonctionnement en silo. Et le fonctionnement en silo, ça commence par les guides. Et si on prend par comparaison les guides CETRA, qui sont désormais des guides CEREMA, que certains d'entre vous connaissent sans doute, très pertinents, très utiles, notamment pour la technique routière. La France s'applique à beaucoup de routes, on fait beaucoup de recyclage en technique routière, mais il y a plus d'une dizaine de guides par typologie d'usage et des sous-guides. Et maintenant, l'enjeu, c'est comment est-ce qu'on harmonise les guides et on n'y parvient pas. Donc, si possible, éventuellement, dès le début, si ça répond à un vœu, concevoir ce fameux sujet des guides qui vont ensuite nourrir la règlementation. Il faut partir du guide qui sera, entre guillemets, qui déterminera les règles de l'art pour nourrir ensuite la réglementation qui pourra s'appuyer sur effectivement les bons usages avec un guide mère ou un guide père et ensuite éventuellement des déclinaisons. Et justement aussi à l'échelle de ces acteurs de la région, j'ai envie de me tourner aussi vers vous, Monsieur Thibault. Forcément, cette nécessité de dialogue interfilière, d'avoir cette vision un peu globale de cette circularité, c'est aussi à une bonne échelle de votre côté. Oui. Je voudrais juste aussi là, rebondir sur ce qu'a dit Monsieur Gauvin avant, parce que je pense que sur les douches, il y a réellement quelque chose à faire. Parce que comme vous le savez, l'Île-de-France est une des premières régions touristiques mondiales, donc il y a beaucoup d'hôtels, il y a beaucoup d'équipements avec des douches. Ce sont des eaux qui sont assez faciles à recycler finalement, parce qu'elles sont très peu polluées. Et là, je pense qu'il y a quelque chose à faire dans cette région sur ce sujet-là particulièrement. Et donc, pour vous répondre sur les questions multi-acteurs, elles sont indispensables, mais elles ne sont pas forcément évidentes à mettre en place, notamment en Île-de-France, parce qu'il y a beaucoup de poids lourds en Île-de-France, comme vous le savez. Il y a la ville de Paris, il y a la région, il y a des grosses communes, il y a des grosses intercommunalités. C'est une spécificité française, hein, j'ai envie voilà. de dire. Oui, mais c'est un peu... On a bien complexifié L'Île-de-France, c'est le choc des titans, un peu. Mais heureusement, je pense que sur ces sujets-là, par contre, je pense qu'il y a quand même un consensus. Et tout le monde va quand même dans le même sens, je pense. Donc j'ai quand même bon espoir.
Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que ce qui me semble important, c'est que ce qu'on connaît actuellement est assez disruptif en termes de changement climatique et peut vraiment accélérer les choses. Parce que moi, j'ai vu en l'espace de 3-4 ans, ce qu'on a quand même connu en Île-de-France depuis 2020, 2019 même, un ensemble de sécheresses tout à fait exceptionnelles, avec des baisses de rendement agricole de 50%. Ça ne s'était jamais produit en Île-de-France. En Île-de-France, les plus mauvaises années, il y avait 10% de baisse de rendement à cause de la résilience des sols. Ce qu'on connaît actuellement est complètement disruptif. En termes de ruissellement, 1 commune sur 2 est touchée. J'ai parlé des canicules tout à l'heure. Donc tous les élus sont quand même, je pense, tous très très motivés. Tout le monde veut mettre des îlots de fraîcheur, tout le monde veut faire des choses. La vraie difficulté qui reste, c'est d'organiser ça au niveau des territoires, et surtout de massifier tout ça. Parce que je pense que tous les freins que j'avais identifiés, je ne vais pas tous les détailler là, mais ils vont tous dans le même sens. En fait, ils limitent tous la massification. Or, si on veut avoir un effet en termes de gestion des eaux pluviales, en termes de désimperméabilisation, en termes d'îlots de fraîcheur, il faudrait massifier. Et on a un vrai problème en termes de foncier, en termes de coûts, pour pouvoir mettre tout ça en musique. Alors en même temps, vous le disiez, on est un peu devant le mur là. Donc c'est toujours le même problème, hein, c'est qu'il faut attendre d'être sous la contrainte pour que les choses bougent. Il y a des restrictions. Et peut-être un dernier petit clin d'œil au CSTB, justement, parce que je pense que vous avez un rôle très important à jouer. Et pour moi aussi, un des leviers très importants, c'est tout ce qui est retour d'expérience, tout ce qui est visite de terrain où on emmène des élus, tout ce qui est finalement propagation des bonnes innovations, de montrer finalement que toutes ces nouvelles approches, elles fonctionnent aussi bien et même mieux que les anciennes. Donc vous avez vraiment un rôle très important à jouer par rapport à tout ça. Alors, pour terminer, peut-être avant le dernier tour de table, c'est vrai que je l'ai évoqué très rapidement tout à l'heure, le point important dans le plan présidentiel, donc on l'a dit, la réduction de 10% de la consommation d'eau française. On le voit aussi, cette réglementation qui arrive peut-être plus dans le neuf, peut-être vous pouvez nous en dire un petit peu un mot. Donc, réduire les consommations d'eau dans les bâtiments neufs à horizon 2024. Il y a des règles qui vont arriver, donc c'est pour l'instant en cours. Mais bon, voilà, on parle aussi d'accompagner le particulier. Finalement, les choses bougent, mais encore une fois, c'est que une fois qu'on est un peu devant le mur, heureusement, la recherche est là. Peut-être un dernier tour de table, Madame, peut-être pour votre dernier mot. Quel message vous aimeriez qu'on retienne aujourd'hui ? Alors, comment synthétiser ? Effectivement, je pense qu'il y a un réel, en tout cas, à l'échelle du bâtiment, du point de vue préservation ressources en eau, je pense qu'il y a vraiment 2 axes. Un premier, c'est vraiment d'aller vers la sobriété, donc c'est-à-dire que pour chaque usage, de faire attention à sa consommation d'eau. Et puis après, il y a l'autre axe qui est de développer la réutilisation des eaux non conventionnelles, donc comme je disais, eau de pluie, eau grise et autres types d'eau. Et là, je pense qu'il y a un réel potentiel à l'échelle du bâtiment, de par les différents gisements qui sont disponibles et les différents usages pour lesquels on peut utiliser ces différentes sources d'eau. Et pour ça, je pense qu'il y a un besoin vraiment d'accompagnement de tous les acteurs pour fédérer en fait tous ces acteurs autour de ce sujet et mettre en avant les différentes innovations. Et donc, pour ça, il faut aussi qu'il y ait des règles en fait, qui soient communes, mais qu'elles soient aussi partagées par tous les acteurs et aussi, évidemment, du point de vue de l'usager qui doit être sensibilisé aussi à ces nouvelles pratiques. Bien sûr. Bien sûr, d'autant plus que la recherche, voilà, elle doit agir sur tant à toutes les échelles, donc tant le neuf, toute la rénovation, etc. Ça vous donne énormément de pistes de recherche à venir. Monsieur Henkel, peut-être un dernier mot. Donc on le sait, sensibiliser, vous aviez ces 3 mots que je trouvais intéressants. Oui. Voilà. Première échelle, finalement, on sensibilise. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que 2 mots de conclusion pour ma part sur l'aspect juridique. Le premier, c'est, vous l'avez compris, je ne plaide pas vraiment pour ma paroisse, mais je soulignerai que tous les chercheurs qui se sont penchés sur cette question-là, notamment les anglo-saxons, ils concluent qu'il faut d'abord sensibiliser,
puis soutenir, c'est-à-dire financièrement, et enfin seulement réglementer, en dernier lieu. Parce que si on commence par réglementer, on trace un sillon qu'on ne peut pas semer. Et d'ailleurs, sur l'exemple du réemploi dans l'économie circulaire, le groupe de Rotor de Belgique a adopté la même conclusion. Donc il y a d'autres États membres de l'Union européenne qui sont sur cette trajectoire-là. Deuxième point de conclusion, c'est qu'effectivement, alors l'effervescence réglementaire soutenue par le président de la République avec des objectifs, c'est très bien. Fixer des lois de but, parce que moins 10% à horizon machin, c'est des lois de but, il y en a dans tous les secteurs, en matière de transition énergétique aussi, ça marche plutôt bien. Mais après, il y a les moyens pour y parvenir, et les moyens, c'est la hard law, mais c'est aussi la soft law, le droit souple ou le droit mou. Et ce qui relève de la soft law, c'est précisément, par exemple, les clausiers de guide pour les cahiers des charges, puisque dans les cahiers des charges de la commande publique ou de la commande privée, on peut intégrer effectivement des points extrêmement précis de détail, comme tel type, ou pas forcément revendiquer l'achat de tel type de produit, mais d'aller vers des usages économes en eau. Et les guides y contribuent. Et puis enfin, orienter les investissements financiers, la finance verte, donc faire dépendre les référentiels, les labels des bâtiments par des indices extrêmement engageants sur les économies d'eau, c'est une façon aussi de garantir que les investissements iront, cette fameuse notion de taxonomie à l'échelon de la réglementation européenne, les investissements iront vers des projets vertueux. Alors c'est vrai que c'est dans les prochaines réglementations, on est à la RE 2020, mais dans les prochaines réglementations, dans le label qui se préfigurait, ces questions-là commençaient à émerger. Je vous laisse le mot de la fin. Vous êtes l'acteur du bâtiment de cette table ronde. Conclusion. J'imagine que ça vous a beaucoup plu, déjà ce que vous venez d'entendre, que l'expérimentation puisse aussi aller vers la réglementation et pas l'inverse. Oui, en effet. Alors, j'ai vraiment aucune, on va dire, légitimité à conclure, mais de ce que j'ai observé très modestement, en tout cas sur le bâtiment ABC, c'est vrai que le fameux moins 30% qu'on a réalisé en consommation, ou que les habitants réalisent, moi j'ai rien fait, donne une marge, semble-t-il, sur l'aspect consommation résidentielle par rapport à un 10% qui serait demandé. Alors je ne connais pas du tout les autres secteurs, peut-être que c'est très difficile de gagner 5%, mais en résidentiel, je pense qu'un 15 ou 20% est vraiment atteignable avec quelques objets techniques, pas forcément tous coûteux. Les douches à recyclage, ça c'était un peu l'ovni spatial, si je puis dire. Peut-être qu'il y aura d'ailleurs d'autres technologies qui du coup vont apparaître parce qu'il y aura d'autres, on va dire, créateurs, Géotrouve-Tout, qui trouveront d'autres systèmes un petit peu plus robustes. Mais le 10% en résidentiel semble vraiment atteignable. On devrait arriver à du 20-25%, d'abord par une prise de conscience de tout un chacun, tout en respectant la liberté personnelle. Bien sûr. Donc on reste optimiste. Non, je vais donner le dernier mot à madame, en fait, parce qu'on n'est pas nombreuses sur la scène. Vous restez optimiste, vous aussi. Et puis le CSTB continue d'accompagner. Oui, bien sûr. Oui. Je pense qu'il y a un vrai besoin de repenser cette gestion de l'eau à l'échelle du bâtiment avec les différentes voies qu'on a évoquées au cours de cette table ronde. Et voilà, je pense qu'il faut que ça se fasse en tout cas en sécurisant l'intégration pour maintenir le confort et puis bien sûr la santé des occupants. Merci à l'ensemble de nos intervenants. Vous pouvez les applaudir. Nous achevons cette session. Peut-être quelques questions sur ce sujet de la circularité de l'eau. Est-ce que vous avez des questions? Oui, je vois une question. Est-ce que vous pouvez vous lever comme ça, la personne qui vous apporte le micro vous verra mieux? Elle arrive de l'autre côté. Oui, bonjour, merci beaucoup pour cette intervention très, très intéressante. J'ai une question sur les réseaux. J'ai l'impression qu'on a beaucoup parlé des utilisateurs finaux, à la fois les consommateurs et les bâtiments, mais il me semble d'abord qu'il y a pas mal de pertes sur les réseaux, notamment liées à leur efficacité et leur ancienneté. Et petit 2, si on fait des bâtiments comme ABC qui deviennent à la fois très peu consommateurs, mais aussi solutions de production et éventuellement d'eau, est-ce qu'on ne peut pas imaginer que les réseaux deviennent un maillage très important à l'échelle de l'îlot, du quartier, pour utiliser cette eau qui est produite à l'échelle du bâtiment, en faisant le parallèle avec ce qu'on connaît dans l'énergie, avec l'autoconsommation et la revente éventuellement des productions d'ENR sur les bâtiments?
Alors juste peut-être sur la partie réseau, je vous invite à regarder, il y a une grande étude de la Fédération nationale des travaux publics justement sur les réseaux de canalisation et toute cette partie justement de réparer aussi, parce qu'il y a la problématique des fuites et toute l'économie qu'on peut faire sur ce point de vue-là. Alors après, je ne sais pas si l'un de vous veut répondre à la suite de la question. Je sais pas, pour cette partie effectivement relatif au réseau d'eau, aujourd'hui en France en moyenne il y a à peu près effectivement 20% de pertes dans les réseaux. Je pense que la grande majorité des collectivités prennent quand même le sujet à bras le corps pour identifier ces fuites et du coup, et les professionnels aussi. Et les réparer bien sûr, et les professionnels également. Après, pour la deuxième partie de question, je ne sais pas si... Plus, il y avait une liaison avec ABC. Non, la question est très bonne. Et du coup, je vous réponds en m'interdisant de répondre. Non, mais si on raisonne un peu même ACV, on peut toujours se poser la question, il faudrait créer d'autres réseaux qui redistribueraient l'eau, on va dire, produite dans un bâtiment. Et du coup, c'est d'autres matières, c'est d'autres travaux. Donc, je peux juste émettre qu'il y aurait des hypothèses de travail à faire pour voir la rationalité à réaliser ce que vous proposez. Nous, on nous l'avait déjà dit comme idée en disant tiens, pour 200 habitants, parce que réellement, on a une station de potabilisation qui est pour, je le disais, pour 2000 habitants, parce que notre partenaire industriel, il a mis en place les plus petits équipements, mais les plus petits équipements, s'ils tournaient à 100%, on pourrait avoir l'eau potabilisée en termes de pluie pour 2000 habitants. Donc ça tourne en sous-régime. Donc bien sûr, on pourrait dire, tiens, profitons-en pour mettre des tuyaux qui partent dans les autres sens, qui nourrissent en eau potable d'autres bâtiments. Mais malgré tout, moi, je serais non pas hésitant, mais il faudrait faire des vrais calculs. Pas si compliqué, mais pas si simple pour avoir le périmètre global genre ACV. Pour compléter le propos, je pense que ce qui manque aussi effectivement aujourd'hui sur ce sujet, c'est des analyses coûts-bénéfices aussi, pour voir mettre en parallèle justement le coût économique de la construction d'un nouveau réseau pour l'adduction de ces eaux recyclées dans le bâtiment, et puis le bénéfice que ça peut apporter. Et du coup, il existe en tout cas des exemples aussi de réutilisation de l'eau à l'échelle de quartier, puisque le fait aussi de mutualiser à plus grande échelle permet aussi de diminuer en fait ces coûts réseau. Merci beaucoup. Alors, je crois qu'on a une question encore de ce côté-ci, une dernière question. Bon, bonjour, Davy Marchand-Maillet, Data Home. Je voulais juste ouvrir sur deux thèmes. L'eau, dans le bâtiment, on la trouve aussi sous forme de vapeur d'eau, alors qu'on essaye beaucoup d'évacuer pour des questions de santé, mais finalement, est-ce qu'on réfléchit aussi à récupérer une part de cette eau? Et puis, deuxième point, dans l'eau, il y a souvent aussi de l'énergie, que ce soit de l'énergie thermique, ou même de l'énergie mécanique, et là aussi, où en sont les réflexions sur la récupération de ces énergies? Je sais elles avancent. Alors sur ce sujet, oui, des eaux de condensation, effectivement, c'est un sujet sur lequel on commence aussi à travailler au CSTB, comme peut-être autre source. Donc les investigations commencent, donc je ne peux pas trop en parler, mais en tout cas on s'intéresse à ce sujet. Et pour le côté valorisation de la chaleur des eaux, on travaille également à la valorisation énergétique des calories des eaux de douche, puisque les eaux de douche donc, sont des eaux chaudes. Et donc, effectivement, c'est dommage d'envoyer toute cette chaleur directement au réseau d'assainissement, enfin, au réseau d'assainissement individuel. Enfin, bref, au système d'assainissement individuel si on n'est pas connecté au réseau, mais on a un dispositif expérimental qui permet de caractériser les performances de récupération de chaleur de ces différents systèmes pour que ces produits puissent être valorisés dans le cadre de la réglementation environnementale 2020. Merci beaucoup.